Moi, c'est Benjamin Saunier, je suis vétérinaire en animaux de rente dans le Bas-Rhin, à Orfelden. Et je suis titulaire du DIE en apiculture et pathologie apicole et membre de la commission apicole de la SNGTB. Donc je vais vous faire une présentation aujourd'hui qui va durer du coup un petit peu moins d'une heure. On aura aussi un petit temps pour les questions-réponses à la fin. Un sujet d'actualité, vous allez le voir, malheureusement. Donc Tropilae laps, comment bien s'y préparer? Tropilae laps, donc comprendre les enjeux liés à ce parasite exotique et anticiper sa gestion. Donc comme vous le savez, la gestion des espèces invasives comme Aetina tumida et Tropilae laps reste un défi majeur pour l'apiculture, la filière tout entière. Aujourd'hui, Tropilae laps nous préoccupe particulièrement car il se rapproche dangereusement de nos contrées. Donc voilà, d'où cette présentation aujourd'hui. Donc vous allez le voir et on va l'utiliser comme fil conducteur tout au long de cette présentation. Il y a beaucoup de similitudes entre Tropilae laps que l'on connaît mal ici et Varroa destructor que l'on finit par quand même relativement bien connaître. On va donc visualiser sa répartition géographique actuelle, en tout cas dans la mesure de nos connaissances. On va pouvoir comparer donc aussi bien les similitudes mais les points de divergence avec Varroa quant à son anatomie et sa biologie. Et ça va nous permettre de comprendre notamment les différences entre la virulence de Varroa et la virulence de Tropilae laps. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser à savoir reconnaître ce parasite dans un premier temps et puis de comprendre un petit peu les différents aspects que l'on connaît aujourd'hui au niveau de la recherche. Donc après la biologie, on parlera de comment dépister Tropilae laps s'il arrivait en France ces prochaines années. Que faire en cas de suspicion? Comment prévenir son apparition dans la mesure du possible, et ensuite si malheureusement il arrive et qu'on n'arrive plus à l'éradiquer, comment on pourrait envisager sa lutte. Donc Tropilae laps, de quoi parle-t-on? Donc c'est un ectoparasite de l'abeille, un acarien comme Varroa. Donc il a là sur cette diapositive, il a beaucoup de points de similitude avec Varroa. Originaire d'Asie du Sud-Est, il est présent sur son hôte d'origine qui est les abeilles asiatiques, notamment l'abeille asiatique géante, Apis dorsata, et l'abeille asiatique naine, Apis florea. Tout comme Varroa avec Apis cerana, il a Tropilae laps. Donc en fait on parle de Tropilae laps, mais il y a 4 espèces différentes de Tropilae laps. Ces espèces s'appellent Tropilae laps mercedesae, Tropilae laps clareae, Tropilae laps koenigerum et Tropilae laps thai. Sur ces 4 espèces, il y en a 2 qui nous inquiètent particulièrement, c'est Tropilae laps mercedesae et Tropilae laps clareae, parce que c'est ces 2 espèces qui ont réussi à franchir la barrière d'espèces. Donc comme Varroa a franchi la barrière d'espèces et passé de l'abeille Apis cerana à Apis mellifera, c'est Tropilae laps mercedesae et clareae qui ont réussi à passer cette barrière d'espèces. Et qui dit franchissement de la barrière d'espèces dit pas de coévolution avec Apis mellifera. Donc c'est une abeille, Tropilae laps, c'est un parasite qui a coévolué depuis des milliers d'années avec ces abeilles asiatiques. Et ces abeilles asiatiques, elles ont la capacité de vivre en équilibre avec ce parasite, notamment par des comportements d'épouillage exacerbés, des comportements de désertion du couvain et des comportements d'abandon de la colonie. Donc c'est pas de l'essaimage, c'est vraiment toute la colonie qui s'en va et qui laisse son couvain sur place. Malheureusement, notre abeille Apis mellifera, elle n'est pas en capacité de développer ses comportements aussi rapidement. Et donc, comme nous allons le voir, c'est un parasite également du couvain d'abeilles.
Je vais en parler tout de suite de la réglementation. Donc c'est un danger sanitaire réglementé, tout comme Aetina tumida. Donc c'est un danger sanitaire qui est catégorisé au niveau de la loi santé animale en catégorie D et E au niveau de l'Europe, de l'Union européenne, mais qui possède une surréglementation française en matière de lutte. Donc c'est une maladie qui est à déclaration obligatoire, que ce soit la suspicion ou les foyers. Donc arrêté de lutte, éradication obligatoire avec indemnisation. Et donc c'est un parasite qui est sous la gestion de l'État, hein, la responsabilité de l'État. Donc là, on peut le comparer au niveau réglementaire avec Aetina tumida, le petit coléoptère de la ruche. Donc on en vient à sa répartition géographique. Donc vous allez voir que cette carte, elle est assez actuelle, mais malheureusement, on pense qu'elle est déjà illusoire. Donc c'est une, comme je vous disais, le parasite, il a démarré en Asie du Sud-Est. À partir du moment où il est passé sur Apis mellifera, suite à l'introduction d'Apis mellifera en Asie, il s'est propagé dans toutes les directions, donc à l'est en Chine, en Corée du Nord, en Corée du Sud, et puis après, à l'ouest, il s'est propagé en Inde, au Bangladesh, et aujourd'hui, il est arrivé jusqu'en Russie, à la frontière ukrainienne, donc notamment dans deux régions, vraiment à la frontière de l'Ukraine. Il a été détecté en Géorgie également en 2024. Donc il se rapproche. Et ce qui nous fait peur, c'est qu'aujourd'hui, on est incapable de vous dire dans quel pays il est exactement. Faut savoir qu'il y a un laps de temps entre le moment où il arrive dans le pays et au moment où le pays déclare son cas certifié. Une information qui m'est arrivée pas plus tard que ce matin, il faut savoir que l'Angleterre vient d'interdire à partir du 6 octobre l'introduction d'abeilles et de matériel apicole depuis l'Ukraine, de par ces grosses suspicions d'introduction de Trophilaelaps en Ukraine. Donc il y a des gros pays qui nous inquiètent, notamment la Turquie, l'Ukraine, la Biélorussie et la Moldavie. Donc vraiment, ça se rapproche de plus en plus de l'Union européenne. Et cette invasion, elle est également accentuée par le réchauffement climatique. Donc c'est un parasite, comme on va le voir, du couvain d'abeilles. Et plus, avec le réchauffement climatique, il a tendance à se propager de manière de plus en plus rapide. Une petite parenthèse historique. C'est pas pour vous faire peur, hein, mais sur Varroa, donc Varroa, on sait que à partir du moment où il était aux portes de l'Europe, dans les années 70, il lui a fallu seulement 10 ans pour coloniser l'Europe entière. Donc cette carte, elle n'est plus non plus d'actualité pour Varroa. Comme vous le savez, l'Australie n'est plus indemne de Varroa destructor. Donc voilà, je vais vous proposer de vraiment parler de l'anatomie et de la biologie du parasite pour bien comprendre sa virulence. Et on va utiliser les points de comparaison avec Varroa. Donc Varroa à gauche, Trophilaelaps à droite. Donc voilà, cette image vous présente au centre donc deux Varroa qu'on a, on a l'habitude en forme de crabe. Et puis sur la gauche, un petit Trophilaelaps. Donc Trophilaelaps, il est plus petit que Varroa, il fait à peu près, il est 3 fois plus petit que la taille de Varroa, donc il faut avoir de bons yeux pour pouvoir le repérer. Et il est également plus clair. En fait, ça s'explique par le fait qu'il est, de par sa composition, pas fait pour subir une exposition au soleil comme pour Trophilaelaps. On va le voir dans son cycle, mais donc il possède moins de mélanine. Et donc, qui dit moins de mélanine, dit au niveau de sa couleur, voilà, plus claire. Ça a une conséquence parce que là, on le verra après, mais il ressemble vraiment, enfin, il a la couleur de la cire un petit peu. Hein. Donc encore deux images pour bien s'imprégner de l'aspect de Trophilaelaps.
Donc encore une fois sur une larve, une prénymphe, on voit la différence entre varroa et Trophilaelaps. Et puis sur les langes graissées, vous voyez la difficulté de trouver des petits Trophilaelaps comme ça par rapport à des débris de cire qui peuvent être de la même couleur. Bon, varroa, on arrive à le détecter un petit peu plus facilement. Donc c'est un parasite qu'il faut essayer de repérer et on peut éventuellement le confondre avec Brola qu'on voit encore actuellement un petit peu. On le voit moins depuis l'utilisation systématique des acaricides pour varroa, mais on arrive encore à le détecter. Quand on le compare de près, on voit qu'il y a quand même de grandes différences, mais on pourrait le confondre. On pourrait éventuellement le confondre aussi avec un varroa mâle adulte, alors que normalement ce sont les varrois mâles, vous le savez, on les trouve normalement pas à l'extérieur des cellules, mais par des phénomènes voilà, où les abeilles nettoyeuses peuvent extérioriser les cellules, on pourrait tomber sur un varroa mâle qui erre quelque temps sur les alvéoles, et puis qui finit par mourir de dessiccation assez rapidement. Ils ne sont pas faits pour vivre à l'extérieur des cellules. Donc je vous ai mis cette phrase-là simplement pour vous dire, en fait, s'il y a un doute, il vaut mieux réaliser une déclaration de suspicion et puis d'essayer d'attraper le parasite et de l'envoyer au laboratoire national de référence, plutôt que de se dire, voilà, ça doit être autre chose. Plus on va être rapide dans la détection, plus on aura des chances de pouvoir le gérer. Donc, des déplacements plus rapides, vous allez voir. Alors là, je vous ai mis deux petites vidéos. La première n'est pas vraiment significative dans la rapidité de déplacement de Trophilaelaps. La deuxième va l'être nettement plus. Donc, je vais les mettre en mode vidéo. Vous allez pouvoir le voir directement. Donc là, vous avez des varrois, hein, notamment un varroa au centre, et puis vous avez trois Trophilaelaps qui se baladent un petit peu sur les larves. Donc on arrive quand même à les voir à l'œil nu, hein. Ça c'est des parasites qu'on arrive à voir. Je ne sais pas si j'arrive à la remettre. Si, je vous la remets une fois. Donc ça c'est pour affûter un petit peu votre œil. Avant d'attaquer la deuxième vidéo, où bon, on voit que ça grouille. Je vais vous montrer tout de suite, c'est parti. Donc voilà, alors là il y en a une certaine quantité, donc ça reste relativement facile, mais vous voyez que voilà, ça grouille, hein, ça court vraiment. Les varrois, les Trophilaelaps sont vraiment beaucoup plus rapides que varrois. Donc pour l'attraper non plus pas si évident que ça, quoi. Il faut savoir qu'il fuit la lumière aussi, quoi. Donc dès qu'on va ouvrir la ruche, alors on va le voir après dans la méthode de détection, mais pour pouvoir les observer, il faut désoperculer. À partir du moment où on désopercule, ils essayent de fuir la lumière, donc on a environ 5 secondes pour pouvoir les détecter. Et après, ils vont se cacher, quoi, hein. Alors là, on arrive sur une dia essentielle pour comprendre sa virulence, c'est son cycle biologique. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un parasite qui se reproduit dans le couvain. Donc, il y a quelques similitudes avec varroa, mais il y a des grandes différences, notamment, donc là, vous voyez le cycle d'une ouvrière. Trophilaelaps va rentrer dans la cellule juste avant l'operculation, donc Trophilaelaps femelle. Cette Trophilaelaps va très rapidement, au bout de 2 jours, pondre un premier œuf, et puis après, pondre des œufs tous les 24 heures. Donc, rappelez-vous, pour varroa, la ponte des œufs se fait à peu près tous les 30 heures, donc une ponte plus rapide. Et puis, également, le développement entre l'œuf et l'adulte se fait de manière plus rapide. Il faut à peu près 6 jours pour arriver de l'œuf à l'adulte. Et donc, vous allez avoir des pontes successives, et donc les apparitions des adultes successifs aussi, au niveau des cellules avant la désoperculation.
Une des points de différence avec varroa, c'est qu'a priori, Tropila elaps ne serait pas plus attiré par le couvain de Faux-Bourdon que le couvain d'Ouvrière. Alors on trouve quand même dans la littérature des publications qui diffèrent à ce niveau-là. A priori, ça serait plutôt cette information qui serait la bonne. Et alors une grosse différence, c'est qu'ils peuvent également se reproduire sans accouplement. C'est-à-dire que normalement, l'accouplement se fait comme varroa dans la cellule. Et s'il n'y a pas accouplement, toutes les femelles qui vont sortir vont être malgré tout fertiles. Vous savez que dans varroa, il y a beaucoup de déchets à ce niveau-là, c'est-à-dire que varroa va pondre un premier œuf qui sera un mâle, et puis ce mâle va féconder toutes ses sœurs au fur et à mesure de... Et donc on a de la perte, notamment sur les dernières pontes. Et là, on n'a aucune perte. Donc on va voir par cette caractéristique, encore une fois, une multiplication plus rapide. Une autre différence, c'est que vous le savez, varroa, dans son cycle, il y a la partie reproduction dans le couvain, mais la partie de phorésie, les varrois phorétiques, c'est une phase essentielle pour le développement de varroa. Pour Tropila elaps, la période de phorésie, elle est quasiment pas nécessaire. En tout cas, elle est très rapide et très courte. Et donc, les Tropila elaps vont recontaminer beaucoup plus rapidement les cellules que pour varroa. Ça va avoir des implications, on va le voir tout à l'heure. Donc voilà une multiplication qui est, on le dit, à peu près 20 fois plus rapide que dans le cycle de varroa. Pour rentrer un peu plus dans les détails, là je vous ai comparé du coup le cycle avec donc de varroa et le cycle de Tropila elaps pour vous montrer que donc pour varroa, quand un varroa rentre dans la cellule, enfin un varroa femelle, on a à peu près 1,6, donc 1 à 2 varrois femelles fertiles qui va sortir d'une cellule d'ouvrière et à peu près 2 à 3 femelles fertiles qui vont sortir d'une cellule de Faux-Bourdon. Pour Tropila elaps, on est à peu près au double, donc 3 Tropila elaps par cellule d'ouvrière et entre 4 et 5 Tropila elaps femelles fertiles qui vont sortir d'une cellule de Faux-Bourdon. Donc voilà, de par cette caractéristique, vous avez une multiplication qui est bien plus importante. Là, une autre différence entre varroa et Tropila elaps, c'est dans les modalités d'alimentation. Donc rappelez-vous, dans la cellule, varroa, c'est la varroa femelle, la première varroa qui va pondre, va faire un trou dans la cuticule de la larve, et c'est par ce trou que tous les descendants vont pouvoir se nourrir. Pour Tropila elaps, c'est pas la même chose, c'est que tous les descendants dans la cellule d'ouvrière vont pouvoir faire des trous différents au niveau des larves. Et donc là, sur cette image, tous les points noirs représentent des impacts donc dans une seule cellule et sur une larve de Tropila elaps femelle, donc la maman, et de tous ses descendants. Voilà, donc surtout en partie ventrale, mais donc des impacts qui sont beaucoup plus importants et qui vont avoir des conséquences sur le développement de la larve. Donc des blessures beaucoup plus importantes. Une grande différence, c'est qu'a priori, Tropila elaps ne se nourrit que sur le couvain, donc ces pièces buccales ne permettraient pas de percer la cuticule d'une abeille adulte. Alors cette information est à prendre avec des pincettes. Dans la littérature, on trouve malgré tout des informations qui diraient que Tropila elaps arrive dans certains cas à percer entre différents segments de l'abeille, notamment au niveau du cou, sur les parties les plus molles des abeilles adultes. Et donc de par son cycle, la survie hors couvain est très courte. De par cette information-là, en dehors du couvain et sur son hôte d'origine, on dit que Tropila elaps n'est pas capable de survivre plus de 48 heures.
Alors ça, c'est aussi à prendre avec des pincettes, parce que euh, il y a eu des études qui ont été faites sur Apis mellifera, qui ont montré qu'on trouve encore 15% des Tropilelaps présents au bout de 5 jours, hors couvain. Donc on ne connaît pas le mécanisme par lequel ils arrivent à survivre. Et puis, on a aussi dans certaines régions du monde où Tropilelaps est arrivé, comme en Chine ou en Corée, où on a des hivers relativement froids, donc avec des périodes hors couvain, et on a quand même des Tropilelaps qui arrivent à survivre à ces hivers rudes. Et là, pour le moment, on ne connaît pas non plus ce mécanisme de survie, soit par diapause, soit par des hôtes intermédiaires. On n'a pas cette information. Donc les conséquences, comme je vous le disais, des anomalies de développement du couvain qui sont plus importants qu'avec varroa, de par tous ces petits trous qui sont plus importants. Des portes d'entrée pour d'autres agents pathogènes qui... il n'y a pas de raison, hein, ça l'est pour varroa, ça l'est aussi pour Tropilelaps. Tous ces petits trous vont permettre à d'autres agents pathogènes de rentrer. Et puis Tropilelaps, il transmet également les mêmes virus que varroa, donc notamment le virus des ailes déformées, le virus de la paralysie aiguë, et j'en passe. Donc on en arrive aux signes cliniques. Donc vous connaissez bien les signes cliniques exprimés par varroa, donc la varrose. En fait, pour Tropilelaps, on parle de tropilaélose, et on va avoir à peu près le même tableau clinique que pour varroa. Donc on va avoir du couvain héroïdier, couvain en mosaïque, des opercules perforés avec des émergentes qui ont la langue étendue, comme avec varroa, du couvain mort, et en cas de forte infestation, effectivement, les nettoyeuses retirent ces opercules et nettoient les cellules. Donc à peu près le même tableau clinique, mais par contre, qui va apparaître beaucoup plus rapidement qu'avec varroa, de par l'explication de la rapidité de son cycle. Sur l'abeille adulte, donc on va avoir des conséquences de ces points d'impact au niveau des larves, donc des abdomens rétrécis, des ailes et des pattes déformées, qui sont un peu aussi la conséquence de la transmission des virus qui transmet. Des abeilles faibles, on parle aussi des abeilles qui sont désorientées et qui n'arrivent plus à rentrer à la ruche. Oui. Là, je ne sais pas si vous l'avez trouvé. Et puis là, vous avez un varroa et puis un petit Tropilelaps en dessous, quoi. Il faut savoir que du coup, malheureusement, Tropilelaps ne va pas chasser varroa. Dans toutes les régions du monde où il y a Tropilelaps, il cohabite avec varroa. Voilà. Donc là, le tableau clinique sera effectivement un mix entre la tropilaélose et la varrose. Et au niveau de l'échelle de la colonie, donc toujours pareil, affaiblissement, désertion, mortalité qui seront plus rapides, 2-3 mois, co-infestation systématique avec varroa, comme je viens de le dire. Mortalité rapide, ça veut dire qu'effectivement, si on a déjà une forte infestation au printemps, il y a des grandes chances pour que la colonie n'arrive pas jusqu'à juin-juillet. Pour vous donner un petit peu de quelques chiffres, il y a une étude en Russie qui a été réalisée donc dans la région de Krasnodar en 2024. Ils ont étudié à peu près 130 colonies, observées entre mai 2022 et avril 2023. Et les chiffres qui ont été donnés, c'est à peu près 53% de mortalité. Et le reste qui étaient des colonies faibles, non productrices. À l'issue de ce suivi, ils ont étudié un peu la dynamique de l'infestation du couvain. Ils ont pu mettre en évidence que le pic d'infestation de Tropilelaps avait lieu en septembre, alors que le pic de couvain était en juin, un petit peu comme par ici. Et sur cette étude, il y a 75% du couvain operculé était infesté par Tropilelaps. On dit que d'une manière générale, on peut avoir jusqu'à 90% du couvain operculé qui est contaminé par Tropilelaps, et à peu près 50% du couvain qui va mourir avant la désoperculation. Donc on en arrive au dépistage.
Donc, comment dépister Tropila elaps? Donc, on va pas parler de notion de seuil comme on l'a avec varroa en zone indem, parce que à l'heure actuelle, l'Union européenne et la France est considérée encore indem. On peut pas parler de notion de seuil. Donc, aujourd'hui, on va parler vraiment de dépistage. D'autant plus que le fait de sa rapidité de multiplication, on n'est pas sûr que le jour où il arrivera, on pourra parler comme avec varroa de notion de seuil, tellement ça pourrait aller assez vite dans son développement, hein. Donc, pour comparer avec varroa, vous savez que les méthodes de dépistage de varroa, les 3 méthodes, que ce soit sur les varrois phorétiques dans le couvain ou sur les planchers, se valent en fonction de la saison. Pour Tropila elaps, et de par les caractéristiques de son cycle, la sensibilité va être nettement moindre sur les abeilles phorétiques. Enfin, sur les Tropila elaps phorétiques sont moins importants de par les caractéristiques de son cycle. Et donc, la sensibilité sera la meilleure quand on recherchera Tropila elaps dans le couvain. Donc, comme je vous le disais, dans le couvain, sensibilité maximale, d'autant plus dans les régions où il y en a très peu, où il n'y en a pas du tout. Donc, ça serait la méthode à privilégier pour détecter Tropila elaps dans une région où il n'y en a pas. Donc, observation très fine, comme on l'a vu au début, voilà, des bonnes lunettes, une bonne vue au moins, avec beaucoup d'attention de par ses déplacements rapides. Et voilà, on dit qu'il faut à peu près, enfin, dans les zones où il n'y a pas de Tropila elaps, désoperculer au moins 100 cellules pour pouvoir en détecter, quoi. Sinon, la sensibilité du test est relativement moins bonne. Donc, ça serait la méthode la plus sensible, mais comme vous voyez, plus de 100 cellules à désoperculer, ça peut mettre un peu de temps. Il y a donc une méthode qui a été développée par un chercheur qui permet de désoperculer une grande quantité sans abîmer les cellules. Donc, c'est une méthode où on utilise des bandes de cire, d'épilation pour les humains. Et donc, je vais vous montrer la petite vidéo. Donc, on prend un cadre effectivement où on est en stade nymphal, dans la mesure du possible. On vient prendre notre cire, notre feuille de cire, et on vient la positionner sur le couvain operculé. Donc on appuie gentiment, faut pas non plus. Le but n'est pas d'abîmer les cellules et les nymphes, mais de vraiment coller l'opercule à la bande de cire. Ça va permettre de désoperculer rapidement un certain nombre de cellules en même temps. Et puis, alors ce chercheur propose de filmer par le haut pour pouvoir visualiser l'absence ou la présence de Tropila elaps. Et donc là, vous voyez sur ces points rouges des petits Tropila elaps qui se baladent, donc il faut avoir l'œil, hein. Là, on en voit 2. Là, on en voit aussi 2. Ah, ça y est, il est parti, là, celui-là. Et puis là, ça y est, celui-là, il commence aussi à se cacher. Voilà, je vais essayer de la remettre une fois pour encore se faire l'œil. Hop. Donc j'en entends dire on va arrêter. Le but c'est pas de vous faire peur, c'est de vous sensibiliser, notamment plus on aura d'apiculteurs sensibilisés, plus le nombre d'apiculteurs participera à la surveillance de cet acarien et plus on aura des chances de le détecter précocement. Donc c'est voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et pas pour vous faire peur. Hop, et donc là, il va arracher sa feuille. Oui. Je vous demande d'être attentif sur la détection des Tropila elaps. Voilà. Ici, on en voit aussi
Et hop, il vient de passer sur la cellule. Donc c'est une méthode voilà, qui permet d'augmenter un petit peu la rapidité du test et qui permet de rechercher donc, dans le couvain la présence de Tropilailaps. Sur les abeilles phorétiques, donc comme je vous disais, sensibilité moindre, mais malgré tout, faut l'avoir en tête. On peut trouver donc ce test de détection des Tropilailaps phorétiques est la méthode la plus utilisée pour la détection des varrois. Donc il faut avoir en tête que si vous faites avec la méthode au sucre glace, vous pouvez un jour tomber sur un Tropilailaps par cette méthode-là. Donc moins sensible, mais on peut quand même en trouver. A priori, pour les autres méthodes, que ce soit au CO2, à l'alcool ou au détergent, les Tropilailaps ne se décrocheraient pas aussi bien qu'avec le sucre glace. Donc plus difficile d'en trouver au fond du bocal. Mais comme voilà, vous avez bien compris au niveau du cycle, le cycle de Tropilailaps fait qu'il est sur une moins grande partie du temps en mode phorésie. Et donc, voilà, une sensibilité un peu moindre. Sur les langes graissées, on peut également en trouver, hein, même si la sensibilité n'est pas super bonne, pour deux raisons, notamment la difficulté de les trouver quand il y a un grand nombre de débris sur les planchers. Donc, voilà, on dit qu'il faudrait, pour détecter Tropilailaps, pas laisser les langes sans visualisation pas plus de 24 heures, quoi. Et bien sûr, aussi les graissés, quoi. Hein. S'ils ne sont pas graissés, les tropiers vont se faire la malle. Donc voilà, de par sa couleur, et puis voilà, sa taille, difficulté de les repérer sur les langes graissées. Donc retenez principalement détection au niveau du couvain. À quelle fréquence le rechercher du coup, de par sa rapidité de multiplication, le Tropilailaps est à rechercher beaucoup plus souvent que varroa et dès le début de l'année, quoi. Donc, enfin, on va dire dès le printemps au moins, donc en fonction des zones, mars, avril, quoi. Hein, et plus fréquemment, donc tous les 2-3 mois, toute l'année. Que faire en cas de suspicion, comme je vous le disais, même si vous avez un doute? Si vous avez un petit parasite qui ne ressemble pas à varroa et malgré tout il vous reste le doute, il faut donc donner l'alerte. Hein. C'est une maladie à déclaration obligatoire, donc avertir rapidement la DDPP. Vous pouvez passer via votre GDSA, votre TSA ou votre vétérinaire qui donneront ensuite l'information à la DDPP. C'est comme la Aetina tumida ou encore actuellement pour la loque américaine, c'est la DDPP qui gère ces maladies réglementées. Essayez de prendre des photos ou des vidéos, mais bon voilà, avec la difficulté hein, de sa taille et de sa rapidité. Et puis essayez d'attraper les acariens suspects dans un récipient et très important, congeler le récipient avant de l'envoyer au laboratoire national de référence. On n'en voit jamais quand c'est suspicion Tropilailaps ou Aetina tumida, des parasites vivants pour des raisons évidentes. Donc voilà, prévention, vigilance, c'est ce qui fera la différence en cas d'arrivée sur le territoire. Ensuite, comment prévenir l'apparition de Tropilailaps? Comment Tropilailaps pourrait arriver, en tout cas en Europe, voire en France? En Europe, malheureusement, on y est presque. Mais en tout cas, en France, si on voulait qu'il arrive de proche en proche, par essaimage, etc., ça mettrait des décennies, donc ça ne serait pas forcément le risque principal. Par contre, le risque majoritaire, c'est les déplacements artificiels, hein, les déplacements liés aux hommes, donc importation de matériel inerte, importation passive involontaire d'abeilles asiatiques. Ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais on a des exemples assez réguliers qui montrent que, principalement par bateau, on a des colonies d'abeilles asiatiques, notamment Apis florea, qui sont détectées en Europe, pas plus tard qu'en 2022 au Royaume-Uni et en Italie, et puis en 2024 à Malte. Hein. Je vais vous le montrer sur la diapositive suivante. Et puis pour moi, le risque le plus important, c'est l'importation et les échanges d'abeilles vivantes. Hein.
Donc on va en reparler aussi. Donc ça, c'est pour l'importation passive involontaire d'abeilles asiatiques. Le cas qui a été le plus décrit, hein, il y a une publication qui a décrit le cas. Et donc c'était Apis florea en 2024 qui est arrivé par bateau, donc à Malte, qui a eu le temps de s'installer entre les deux ports de Malte, et puis qui a eu le temps de développer carrément un pain de cire et qui a commencé à pondre. Donc heureusement, il a été détecté par le personnel aéroportuaire assez rapidement et il a été détruit. Mais on pourrait très bien voilà, comprendre que Tropilelaps puisse arriver de cette manière-là en Europe de manière involontaire, quoi. Et donc les importations et les échanges d'abeilles vivantes, pour moi c'est voilà, le risque majoritaire. Alors normalement la réglementation elle a été pensée pour que en théorie on ne puisse pas introduire de Tropilelaps sedaetina par cette méthode-là. Encore faut-il que ces règles soient connues déjà et puis respectées. Donc ces règles, moi je ne suis pas un expert en réglementation européenne, je vais quand même vous les décrire là. Les règles elles sont différentes si on introduit des abeilles depuis l'Union européenne ou si on apporte des abeilles depuis un pays tiers, donc hors Union européenne. Depuis l'Union européenne, on parle d'échange et pas d'importation. On peut introduire donc les abeilles sous toutes leurs formes, donc essaim nu, paquet d'abeilles ou reine avec accompagnatrice. Ces abeilles doivent être apportées depuis des zones indemnes d'Aetina tumida et de Tropilelaps et de l'oque américaine, mais donc principalement il y a des restrictions pour la Sicile, enfin autour des foyers, à plus de 100 km autour des foyers, donc Sicile et Calabre, et puis la Réunion pour Aetina tumida aussi. Et donc ces échanges doivent se faire sous certificat sanitaire enregistré dans le Trasente, donc le logiciel qui gère toutes les espèces animales d'ailleurs, géré par la DDPP. Et pour les importations des pays tiers, là c'est plus drastique. On peut importer uniquement des reines et des accompagnatrices. Donc interdiction d'importer des essaims nus ou des paquets d'abeilles, uniquement depuis des pays offrant des garanties sanitaires suffisantes. Donc là, il y a des listes qui sont établies. Et sous certificat sanitaire, donc le pays exportateur doit réaliser par un vétérinaire un certificat sanitaire. Ensuite, il y a un contrôle en poste frontalier, donc à l'arrivée en Union européenne des cages. Et ensuite un enregistrement dans Trasente de ce certificat sanitaire qui a été réalisé. Et ensuite, l'apiculteur qui reçoit ces cagettes doit contrôler visuellement les reines, transférer les reines dans d'autres cagettes, euthanasier les accompagnatrices et envoyer les accompagnatrices et les cagettes au laboratoire national de référence qui est le laboratoire Sophia Antipolis. Donc vous voyez, ça reste quand même assez délicat, mais voilà, c'est malgré tout fait pour qu'on puisse éliminer le risque d'introduction de ces espèces invasives. Donc voilà, étant donné que je ne suis pas un expert, si par rapport à ces informations-là, il vous manque des informations, vous pouvez contacter les DDPP de vos départements qui s'occupent de ces importations. Là, j'ai pu réaliser, donc, pour exemple, avec les données de la DRAF, j'ai pu vous réaliser les entrées qui ont été déclarées, parce qu'on n'a que les entrées qui sont déclarées, qu'on peut connaître, d'Apis mellifera vers le Grand Est sur la période 2022-2024. Et donc, vous voyez que, d'une manière générale, on a apporté sur cette période-là, depuis un certain nombre de pays. Alors, entre parenthèses, ce n'est pas le nombre d'abeilles ou de colonies, c'est le nombre de certificats. Sachant qu'un certificat peut être valable pour une reine ou pour 1000 reines. Hein. Donc voilà, on apporte malgré tout. Alors, on apporte depuis l'Union européenne. A priori, il n'y a pas eu d'introduction sur cette période-là depuis un pays tiers. Donc, soit on n'a pas l'information parce que ça n'a pas été déclaré, soit, a priori... ça serait plutôt une bonne chose.
malgré tout, voilà, je voulais vous montrer cette carte parce que on peut se dire, ah bon, on a de la chance, on n'a pas trop d'introduction depuis des pays qui se trouvent ici, proches des frontières où il y aurait éventuellement Tropidélaps. Mais il faut malgré tout se dire que le risque, il n'est pas forcément là où on le pense et que on peut voilà, introduire Tropidélaps ou Aetina tumida depuis des zones pas forcément proches physiquement des zones actuellement infestées. Donc s'il arrivait, ou quand il arrivera plutôt, l'éradication serait très difficile à moins d'une détection très précoce. Donc des journées comme aujourd'hui où on va sensibiliser un maximum de monde permettrait voilà, d'une détection la plus précoce possible. Si elle n'est pas précoce, l'éradication, ça sera un petit peu comme avec varroa, ça sera difficile, voire impossible. Il ne ferait qu'à s'additionner au stress actuel, donc voilà, le frelon, varroa, nosema et j'en passe. Il ne va pas chasser un autre parasite, hein, malheureusement. Et il modifierait profondément notre rapport à l'abeille. Alors, on va le voir dans l'éventuelle lutte, mais effectivement, s'il arrivait en France voilà, ces prochaines années, probablement qu'il y a d'autres parasites ou d'autres maladies qui passeraient, qui seraient vraiment plutôt secondaires pour nous, notamment peut-être varroa. Donc on en arrive à la lutte envisagée, donc comme je l'ai mentionné, comme c'est une maladie réglementée avec une surréglementation en matière de lutte, si elle arrivait, il faudrait essayer dans un premier temps de l'éradiquer, et puis après si on se laisse prendre et que le parasite est là, il faudra quand même s'en occuper. Donc les méthodes médicamenteuses peuvent être efficaces, hein. Les acaricides efficaces contre varroa le sont aussi sur Tropidélaps, mais de par le cycle que je vous ai donné et par la rapidité de son cycle, ça voudrait dire qu'il faudrait traiter voilà, plus souvent et que les actions flash que l'on utilise pour varroa, notamment pour tuer les varroas phorétiques, serait plutôt non efficace. Peut-être l'acide formique voilà, serait une exception parce qu'il agit aussi bien sur les phorétiques que dans le couvain. Mais pour le reste des actions flash, on aura une efficacité qui ne sera pas suffisante. Ou alors il faudrait la coupler avec des méthodes biotechniques d'encagement ou autres. Mais encager 2-3 fois dans l'année, ça serait compliqué d'associer ça avec une productivité suffisante. Donc voilà, pour le moment on en est là. Donc, et pour les méthodes biotechniques, le retrait du couvain mâle, comme je vous l'ai dit, pour le moment l'attractivité, en tout cas, elle est pas plus importante pour le couvain mâle, donc le retrait du couvain mâle serait inefficace. Alors il y a des études qui montrent que le traitement thermique pourrait être prometteur, mais à l'état actuel, voilà, on ne peut pas forcément s'y fier. Et la suppression du couvain, oui, bien sûr, comme c'est un parasite qui est essentiellement dans le couvain, mais voilà, comme je vous le disais, si on doit encager plusieurs fois dans l'année une même colonie et utiliser des molécules de synthèse de manière répétée également, compliqué de l'utiliser pour maintenir une productivité suffisante, quoi. Donc voilà, c'est le tableau actuel en tout cas qu'on a aujourd'hui. Et voilà, donc difficile à gérer une fois qu'il est présent, donc faisons tout notre possible en tant qu'apiculteur pour prévenir son apparition. Et voilà, je ne peux que vous suggérer de jouer le jeu pour les introductions. Donc dans tous les cas, moins on apportera, moins on aura de chances d'introduire ces parasites. On a la chance en France d'avoir une diversité très importante, une bonne génétique. Et donc voilà, on peut déjà travailler d'une manière générale avec l'abeille française. Plutôt que d'apporter, si on apporte, essayer de jouer le jeu dans ces systèmes de réglementation.
Donc voilà comment en pratique adapter sa vigilance. Donc communiquer, s'informer, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. J'espère que j'ai pu voilà, vous apporter des informations. Donc la recherche va être encore essentielle, hein. On a malheureusement pas beaucoup d'accessibilité à la recherche asiatique et notamment à la recherche chinoise, mais de plus en plus des chercheurs américains notamment ont fait de grosses recherches en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, au Vietnam, pour essayer de comprendre comment ce parasite se comporte avec notre abeille Apis mellifera, pour essayer vraiment de comprendre. Plus on va retarder son apparition, plus on aura d'informations pour pouvoir le gérer de manière efficace. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.